Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on vous lance une nouvelle émission sur cette chaîne YouTube qu'on appelle BMX Débrief. En gros, le principe, il est simple et je me suis inspiré de Depiello, qui est un youtubeur de Formule 1. Il fait un concept que j'aime beaucoup qui s'appelle le Fast Five, où après chaque Grand Prix, il fait un débrief sur sa chaîne YouTube et il analyse un petit peu ça avec son point de vue. Et je me suis dit que ce serait super cool de s'approprier ce concept et de le refaire version BMX. Vous l'aurez donc compris, après chaque Coupe du Monde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des vidéos comme ça ou même des lives parce qu'on pense peut-être à faire ça en live. On va faire des analyses et des débriefs des Coupes du Monde. On va parler un petit peu des différents acteurs. Le but avec cette nouvelle émission, c'est vraiment de développer encore plus le BMX. Qu'on parle, qu'on échange, qu'on interagisse ensemble et que chacun puisse donner son point de vue sur le week-end, comment il a trouvé tel pilote, comment il a trouvé telle organisation, etc. Dans ces vidéos, je tiens à faire un petit disclaimer. Je vais donner mon avis à moi personnellement sur la compétition en l'occurrence. Ça ne veut pas du tout dire que c'est peut-être votre avis et vous pouvez totalement être en désaccord avec moi et c'est d'ailleurs même très stylé parce que comme ça on peut en débriefer ensemble dans les commentaires, chacun peut interagir et peut apporter à l'autre. Et deuxième chose, c'est possible que dans ces vidéos, je parle positivement et parfois peut-être même négativement des pilotes, d'une organisation ou d'un club. Mais le but, c'est en aucun cas de viser les personnes personnellement. Si par exemple, à un moment donné, je trouve qu'un pilote a mal roulé, je vais le dire, mais de manière constructive. Le but de ces vidéos, c'est de dire ce qu'on pense en étant sincère, que ce soit en positif ou en négatif, et d'interagir avec vous, la communauté du BMX, pour faire ensemble développer le BMX. Sur ce, aujourd'hui, on va débriefer de la Coupe du Monde de Vérone, puisque ce week-end débutait l'ouverture de la Coupe du Monde. Ça se tenait à Vérone, en Italie. On débriefe ça en 5 points. C'est parti. Frustration et joie, c'est les deux mots qu'il faut retenir selon moi durant ce week-end. Et celui qui est un parfait exemple de ces deux sentiments mélangés, c'est Arthur Pilar. Le samedi, le Français gagne tous ses tours à partir des quarts de finale. Il est impressionnant et en finale, il va même réaliser un exploit avec une pointe de frustration. Après un départ incroyable, Arthur Pilar part en tête de la finale. On trouve ça juste alors extraordinaire. Mais sur la première bosse de la deuxième ligne, il va manquer sa réception et faire une petite erreur qui va lui coûter la victoire, puisque derrière lui, Simon Marcard fait un passage juste très propre et il double ainsi le Français. Et après, c'est très compliqué de revenir parce que c'est une finale Coupe du Monde. Et donc, Arthur Pilar termine deuxième de cette finale. Reste sa meilleure performance juste depuis le début de sa carrière. Une deuxième place en Coupe du Monde, c'est extraordinaire. Mais on a le sentiment qu'il pouvait aller chercher cette première place. Et on se dit qu'elle était juste là. S'il ne fait pas son erreur, je pense très sincèrement qu'il peut remporter cette finale. Avec Romain Mailleux qui était également en finale. Romain qui sort juste à côté d'Arthur Pilar en fin de la première ligne droite. Ils sont tous les deux côte à côte comme vous le voyez sur ces images. Mais le Français fait exactement la même erreur qu'Arthur Pilar et il manque sa réception à l'entrée de la section pro. Derrière, c'est compliqué de sauter. Et c'est ainsi qu'il perd toutes ses chances de podium. Il y avait également Sylvain André, le champion de France, était en finale. Il a réalisé une demi-finale, je trouve juste incroyable. Ils étaient tous côte à côte avec Simon Marcard, avec David Graff. Il a réussi à sortir en tête de la première ligne droite. Il s'impose en demi-finale avec la manière. C'était juste sublime. Mais malheureusement, en finale, il se touche dans la butte de départ. Les coudes se touchent avec David Graff. Et donc il ne peut pas mettre 2-3 tours de pédale qui sont 2-3 tours de pédale dont on ne peut pas se passer parce que c'est dans la butte de départ et ainsi il perd toutes ses chances de podium et potentiellement même toutes ses chances de victoire. Et chez les élites femmes, frustration également car Axel Etienne, qui était la seule française en demi-finale, loupe complètement son départ, elle tape dans la grille. Derrière c'est une Coupe du Monde donc c'est très compliqué de revenir et elle s'arrête malheureusement aux portes de la finale avec une 5e place. Elle n'était pas très loin mais malheureusement elle en reste ainsi. Deuxième jour de compétition à Vérone, avec du positif chez les femmes, même si malheureusement aucune Française n'arrive à se hisser en finale. Et bonne prestation tout de même de Manon Valentino. Ça reste une 5e place en demi-finale et on sait que Manon Valentino est capable de gagner des Coupes du Monde, comme elle l'a fait en 2019, c'était à Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais la Française revient de loin puisqu'elle a eu beaucoup de problèmes de dos, comme elle le confiait à l'Open de Sarayan. Elle disait même que c'était compliqué pour elle de faire un tour complet de BMX Race. Tout de même, 5e en demi-finale, je trouve que ça reste une très bonne prestation. Et donc en ça, il y a quand même un petit peu de joie puisqu'on voit Manon Valentino qui commence à revenir au haut niveau et ça fait plaisir dans une année olympique où potentiellement elle peut être sélectionnée. En revanche, du côté des garçons, chez les élites men, de la joie, il y en a eu puisque les jeunes rookies ont juste été exceptionnels, à l'image de Romain Racine et Léo Gargoyan. Pour commencer, Romain Racine. Personnellement, j'avoue que ça a été un peu mon coup de cœur de ce week-end parce que franchement, il a déjà fait une 5e place en demi-finale le samedi, ce qui restait sa meilleure performance en Coupe du Monde. Et le dimanche,
il a juste fait une demi-finale incroyable où bon, il élimine Sylvain André, donc c'est un Français, mais en tout cas, il élimine avec la manière et il va chercher dans ce deuxième virage que vous voyez à l'instant un intérieur juste incroyable. Et derrière, je pensais sincèrement que Sylvain André allait revenir parce que Sylvain est quand même un pilote très très rapide, mais Romain Racine a réussi justement à le contenir. Et c'était un véritable guerrier sur la piste, il voulait chercher sa qualif et il a réussi très très bien également à contenir Thomas Jouve, puisque le Français Thomas Jouve a tout de même très bien roulé, une 5e place en demi-finale. Il me semble que ça reste aussi sa meilleure performance en Coupe du Monde, mais malheureusement le Français originaire du club des Angles échoue en demi-finale à une 5e place et Romain Racine, lui, se qualifie avec une 4e position et de mon point de vue, je trouve que ça a été un des pilotes les plus efficaces ce week-end. L'autre rookie qui a extrêmement bien roulé ce week-end, c'est Léo Garoyan, l'ancien champion du monde junior. C'était à Bakou en 2018, souvenez-vous, mais là, il a été juste incroyable. Notre Français qui évolue au sein du pôle national à Saint-Quentin-en-Yvelines a réalisé déjà un quart de finale incroyable, où de mémoire, il le gagne. Et ensuite, en demi-finale, alors qu'il est avec tous les plus grands noms du BMX mondial, que ce soit Nick Kiman, David Graff, Simon Marcard, eh ben, il réussit tout simplement à claquer le all shot et à sortir du premier virage en tête de course. Alors certes, il y a des faits de course, à l'intérieur, ça chahute un petit peu. Nick Kiman, de son côté, tape la réception de la deuxième bosse, donc forcément, Léo profite un petit peu de ses erreurs, mais de son côté, il fait un passage clean et propre, et il sort en tête du premier virage. Derrière, il fait la même erreur qu'Arthur Pilar la veille, donc il perd forcément des places et il se retrouve 4e et il réussit à conserver cette 4e place parce que le néo-zélandais Michael Bias tombe et ça donne une qualification et ça donne la première finale en Coupe du Monde pour le Français. Juste incroyable, 2 rookies qui ont extrêmement bien roulé et derrière en finale, Léo Garoyan termine 4e, ce qui est juste exceptionnel, et Romain Racine 5e. Les deux finalement rookies terminent aux meilleures places le dimanche. Et c'est justement ça la frustration du deuxième jour, c'est qu'encore une fois les Français malheureusement n'ont pas réussi à concrétiser le potentiel qu'ils avaient, et notamment Arthur Pilar. Clairement pour moi, Arthur Pilar devait gagner le dimanche. Je le voyais comme favori. Malheureusement, le Français déclique au bout du deuxième coup de pédale. Donc forcément, il perd sa pédale, il ne peut pas relancer, donc les autres partent devant. Frustration également pour Romain Mailleux. Le Français réalise une première ligne droite incroyable. Il est dans les premiers, au bout de la première ligne droite. Malheureusement, il se fait un petit peu monter dans le premier virage et derrière, il décide de ne pas sauter la section pro parce qu'à Vérone, on sait que l'intérieur de la section pro est un petit peu dangereux parce qu'après le virage, vous avez une espèce de petite cassure. Je ne sais pas si les pilotes qui regardent cette vidéo pourraient me confirmer ça en commentaire, mais il me semble qu'il y a une espèce de petite cassure un petit peu avant l'envol de la première section pro, donc ça peut faire un à-coup et ça peut être dangereux. Donc Romain Mailleux décide de ne pas sauter et malheureusement il perd ainsi toutes ses chances de podium. Dommage parce qu'il avait réalisé une excellente première ligne droite. Et donc Arthur Pilar qui pouvait gagner des clics, Romain Mailleux qui pouvait faire quelque chose aussi, un podium, peut-être même une victoire, je pense. Malheureusement, se fait un petit peu monter et avec l'effet de course, ne saute pas la section pro. Donc en ça, un petit peu de frustration chez les Français. Derrière, c'est le Suisse David Graff qui s'impose. Enfin, j'ai envie de dire, parce que David Graff, ça fait quand même très longtemps qu'il devait gagner une Coupe du Monde, qu'il en a le niveau, qu'il en avait le potentiel. Et ça y est, c'est enfin concrétisé, il devient le deuxième Suisse de l'histoire à remporter une Coupe du Monde, juste après Simon Marcard, son compatriote, qui termine deuxième en l'occurrence le dimanche derrière lui, mais qui avait remporté l'épreuve la veille. Et il y avait également des jeunes et une nouvelle catégorie, la catégorie des U23, et c'est ce dont on va parler tout de suite. Catégorie U23, elle a donc été mise en place cette année. Il s'agit d'une catégorie un petit peu pour les juniors et les jeunes élites. Si vous avez jusqu'à 22 ans, vous pouvez vous inscrire dans cette catégorie. Et moi, je pense que d'avoir mis cette catégorie U23, c'est une très bonne chose parce qu'on sait, et on en parlait l'autre jour avec Matteo Colsone sur le live de Sport Hall, que le cap junior élite est juste monstrueux et juste très difficile à passer. Donc c'est parfois compliqué. Et la confiance peut en prendre un coup. Donc je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir mis cette catégorie U23. Ça permet de faire une bonne transition entre le cap des juniors et le cap des élites, sans forcément, pardon du terme, prendre une raclée. Ça leur permet d'arriver sur une Coupe du Monde, d'emmagasiner l'événement d'une Coupe du Monde, la pression d'une Coupe du Monde, et de bien performer en même temps, au lieu d'arriver dans une Coupe du Monde, bam, et de se retrouver avec les plus grands élites mondiaux et de malheureusement pas passer les manches ou aller peut-être chercher un 16e de finale quand on est en grande forme. Et je trouve que c'est également une super bonne chose d'avoir mis cette catégorie 23 d'un point de vue visuel et d'un point de vue des lives, parce que on va en parler justement de ce live juste après, mais là, c'était très fluide. On avait des courses qui s'enchaînaient, le temps que les 23 fassent leurs courses, les élites
avaient le temps de récupérer, le temps que les élites fassent leurs courses, les U23 avaient le temps de récupérer, et donc il y avait toujours plus ou moins des courses. On voyait les demi-finales des élites qui se déroulaient, derrière on voyait les U23 filles qui se préparaient pour leur finale, et donc il n'y avait pas d'attente, et c'était super agréable de regarder ce live, et ça comble un petit peu le plus gros problème pour moi dans le BMX Race. Comment combler cette pause? Et peut-être en créant une nouvelle catégorie, et là, en tout cas sur ce live, c'est ce qu'on a pu voir parce que c'était très fluide et c'était un très beau live, mais qui avait quand même un petit peu de défauts, et on en parle tout de suite. Alors le live de cette Coupe du Monde de Vérone, déjà, changement de diffuseur, puisqu'avant on regardait les Coupes du Monde sur BMX Live TV sur YouTube, désormais on est passé sur la chaîne officielle des Jeux Olympiques qui comptabilise plus de 5 millions d'abonnés. Et dans le cadre du développement de notre sport, c'est une super bonne chose d'avoir un diffuseur avec 5 millions d'abonnés, c'est juste incroyable, ça permet de montrer notre sport à une plus large audience, et ça permet potentiellement de le démocratiser. Dans un live dont je vous parlais à l'instant, que personnellement j'ai trouvé très fluide, très propre, on avait les courses qui s'enchaînaient, on avait Shenez Reed, l'ex-finaliste des Jeux de Pékin en 2008, qui réalisait des interviews, qui nous apportait son analyse en tant que professionnel du BMX, et donc ça donnait un live très fluide et très propre et très cool à regarder. Néanmoins, il y a un point pour moi très négatif, qui est juste que ce live débute au quart de finale. Alors je sais pas vraiment pourquoi ce live a débuté au quart de finale, pour moi j'y vois qu'une seule solution, on s'est dit, ok, on diffuse sur la chaîne des Jeux Olympiques, on va toucher un nouveau public. Pour toucher ce nouveau public, il faut rendre le BMX attractif, et pour le rendre attractif, donc il faut le faire débuter au meilleur moment, et on a estimé que le meilleur moment c'était les quarts de finale et après. Et donc on s'est dit, tout ce qu'il y a avant, ça ne va pas intéresser le grand public, donc on l'enlève. Et pour les passionnés de BMX, je trouve que c'est peut-être un peu irrespectueux de faire commencer une compétition au quart de finale et de ne pas avoir d'alternative pour pouvoir regarder la compétition avant les quarts de finale. Ça, c'est un très gros problème. On aurait peut-être dû faire les manches qualifs, les last chance, les 16e et les 8e sur une autre plateforme, sur une autre chaîne YouTube, sur un autre média. En fait, juste quelque part ailleurs où les passionnés peuvent voir la compétition tout simplement. On fait les quarts de finale sur la chaîne YouTube olympique, ça peut se comprendre, et avant on propose une alternative pour les passionnés, parce que réellement ça a été le gros point faible. Alors depuis tout à l'heure je vous donne mon argument et je vous fais un monologue, mais après peut-être qu'il y a des raisons économiques, peut-être qu'on peut pas diffuser avant les quarts de finale parce qu'il y a des raisons économiques, et dans ce cas là si quelqu'un connaît ces raisons, je suis super impatient de les savoir, parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi justement on n'a pas diffusé avant les quarts de finale. Mais sinon, hormis ça, c'était un live, je trouve, très fluide, très propre, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. On arrive à la fin de cette vidéo, et dernière et 5e réaction, on est obligé, je pense, un petit peu d'en parler, des Jeux Olympiques. Parce que vous le savez, normalement, les Jeux Olympiques vont se dérouler cette année, cet été, à Tokyo, et il s'est passé un petit peu quelque chose du côté des Français, puisque Jérémy Rancurel a malheureusement chuté lors d'un stage à Papendal avec l'équipe de France. D'ailleurs, on va vous sortir un article très prochainement là-dessus, et probablement que Jérémy Rancurel, ça sera très compliqué pour lui d'aller aux Jeux Olympiques, parce qu'il ne sera pas à 100%, et en plus, il peut pas rouler sur les Coupes du Monde, donc ça libère une place. Et donc ça libère une place, et qui potentiellement peut aller chercher cette place? C'est Arthur Pilard, le français, on l'a vu ce week-end, il est très en forme, on l'a vu à Sarrian, à l'Open Pride, il était très en forme également, donc c'est super intéressant, parce que pour l'instant il n'était pas encore en liste pour aller aux Jeux Olympiques, mais il le devient désormais, puisqu'il vient de rentrer une finale Coupe du Monde, et qu'il a fait notamment un podium le samedi. Donc ça va être super intéressant de suivre ça, on vous tiendra au courant, on va essayer de réaliser des émissions. Dites-nous d'ailleurs, est-ce que vous avez aimé cette émission? Pensez à liker cette vidéo, et pensez à nous dire, est-ce que vous la préféreriez en live? Parce qu'on aimerait justement la faire en live, vous recevoir par la régie, que vous puissiez parler avec nous, recevoir des invités, des coachs. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Sur ce, on se voit très vite, on vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, voilà, ciao!